discussion entre le président et son Premier ministre, c'est assez surprenant comme déclaration. Oui, il a autant de liberté que quelqu'un qui est en conduite accompagnée. Donc, il l'accompagne tout doucement vers une belle liste. Je pense que l'enjeu principal, en fait, Barnier avait deux choix au moment où il est nommé. Soit il formait un gouvernement d'union nationale avec des personnalités de gauche. Et à partir du moment où il n'a pas réussi à en trouver, en fait, il n'avait pas d'autre choix que celle de faire un gouvernement qui est quand même à droite, dans un seul objectif, c'est de parler aux électeurs du Rassemblement national pour obliger les électeurs du Rassemblement national à faire pression sur Marine Le Pen pour ne pas censurer le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, Barnier est dépendant de l'abstention du Rassemblement national, en tout cas sur une éventuelle motion de censure, et il a besoin que Marine Le Pen se dise « si je censure un gouvernement Barnier, si je censure un projet de loi Retailleau, mes électeurs m'en voudront et donc je n'appuie pas sur le bouton ». Et tout objectif est un peu dessus, en fait, c'est-à-dire qu'il met Retailleau à l'intérieur en se disant que Retailleau avait créé des crispations en fin d'année dernière sur le projet de loi immigration qui aurait pu être soutenu et qui avait été soutenu par le Rassemblement national l'année dernière. Et sur un différent nombre de projets, il met des positionnements de marqueurs qui sont plutôt à droite en vue de plaire à l'électorat de Marine Le Pen. Et je pense que l'autre enjeu du remaniement, c'était finalement aux coulisses, c'était au sein du plutôt remaniement, du coup, c'était au sein de Renaissance, c'était de privilégier des profils qui étaient plutôt à gauche plutôt que des profils qui étaient plutôt à droite. Donc un remaniement à Bercy, un remaniement à l'Éducation nationale, où c'est plutôt des gens qui venaient plutôt de l'aile gauche plutôt que de l'aile droite. Mais on est quand même, Je me laisse ma pleine marge de manœuvre. Oui, il a 3 raisons pour lesquelles il est heureux. La première, c'est qu'il a pas intérêt à mettre les gens de son équipe dans le gouvernement parce qu'il pourra toujours dire, si ça marche pas, écoutez, c'est pas mon gouvernement et moi je proposerai un programme complètement différent de ce qui a été proposé ces dernières années, même que lorsque j'ai été Premier ministre. Le deuxième point, c'est qu'il a réussi à éliminer tous les concurrents. Il n'y a pas de Darmanin, il n'y a pas de Wauquiez au gouvernement, donc au final, il n'y a pas de concurrent pour lui en vue de 2027. Et vous pensez que c'est lui qui est derrière tout ça, ils se sont un peu éliminés. En tout cas, aussi, avec les impôts. Chacun a mis des lignes rouges pour que ce soit éliminé. Ensuite, après, le gouvernement, malgré tout, idéologiquement, il est plus proche de Horizon que de l'aile gauche de Renaissance. Donc, in fine, c'est plutôt lui qui gagne la bataille idéologique, qui prépare quand même le chemin en vue d'une éventuelle candidature et de s'imposer au sein du bloc central. Hier, sur la réforme des retraites, au départ, je pensais qu'elle pouvait être adoptée. Là, maintenant, j'y crois plus beaucoup pour 2 raisons. C'est que la gauche, dans son ensemble, ne votera pas pour la proposition du Rassemblement national et qu'ensuite, après le Rassemblement national, ne pourra pas faire porter le texte immédiatement au Sénat dans la mesure où ils n'ont pas assez de parlementaires. Donc, je pense qu'on aura une crise au sein de la gauche, je pense qu'on en aura une, et que du coup le gouvernement tiendra plutôt grâce à la crise de la gauche en disant est-ce qu'il faut voter pour un texte proposé par le Rassemblement national, quitte à aller voir une victoire idéologique ou pas. Ça va être l'enjeu. Sur le deuxième du budget, là, ça va être catastrophique pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils arrivent pas à se mettre d'accord sur des noms. Donc, imaginez comment on va faire des coupes budgétaires. Ça veut dire que, globalement, ça se passe comme ça. Le Premier ministre va appeler le ministre des Finances ou le ministre du Budget en disant « Préparez-moi des lettres de cadrage et on va demander des réductions de dépenses dans chacun des ministères. » S'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des ministères, comment ils vont faire pour que chacun des ministères puisse proposer une réduction de dépenses? Ça va être une bataille au sein des différents gouvernements. Il y aura le modem de Barrot et de Bayrou qui vont dire pourquoi c'est mon ministère et c'est pas un autre. Après, ils vont prétexter ça en disant il faut faire face au rayonnement de la France, etc. Donc, on peut pas réduire le budget du Quai d'Orsay. Mais du crépage de Chine. Au ministère de l'Intérieur, Retailleau va user tout son poids en disant les Républicains sont contre une baisse des réductions des dépenses au sein des effectifs de police. Donc, ça va être une vraie bataille, non seulement entre les ministres, mais également entre tous les partis qui composent la coalition, en disant que aucun des partis de la coalition ne veut accepter une baisse des réductions publiques, tout en proposant dans le même temps, au niveau macro, des réductions de dépenses publiques. Du modem? Oui, c'est quasiment terminé. Il reste à peu près 3 ou 4 points de crispation. Le choix du ministre des Finances, notamment parce que c'est lui qui va porter le budget. Il y aura un choix sur l'éducation. Il y a une difficulté entre des profils entre l'aile gauche de Renaissance et l'aile droite de Renaissance. Et je crois qu'il y a une 3e interrogation, c'est est-ce que le MoDem récupère un 3e poste, notamment le ministère des Relations avec le Parlement, qui est un poste stratégique avec la configuration actuelle. En fait, ce qui joue là maintenant, c'est les derniers équilibres entre 2 choses. Les équilibres internes, non pas entre les différentes forces, parce que c'est à peu près réglé depuis la réunion de jeudi entre Barnier et les principales forces politiques, mais plutôt au sein des groupes. Chacun essaye de jouer sa dernière partition en se disant c'est la dernière occasion de monter dans le bateau et de peser sur les avenirs, notamment en vue de 2027. Et l'autre point aussi qui est important, c'est l'HTVP. Donc, est-ce que toutes les personnes n'ont pas soit des conflits d'intérêts pour la transparence de la vie publique, soit ils ont éventuellement des conflits d'intérêts, soit ils ont des retards fiscaux, etc. Donc, c'est possible, notamment avec un truc qui est simple. Ça ne veut pas dire que la personne en question est incriminée ou a commis un délit, mais peut-être a occupé des fonctions qui ne sont pas compatibles dans la vie professionnelle avec des futures fonctions de ministre. Julie, j'avais l'impression qu'il voulait au départ mettre un gouvernement avec plutôt des poids lourds, c'est-à-dire des personnes à la fois qui rassemblent 2 qualités, qui ont un poids politique et qui connaissent le sujet.
Vous avez parlé par exemple d'Antoine Armand, il est inspecteur des finances, donc il a terminé dans les premiers de l'ENA, et notamment en sortant dans ce qu'on appelle un grand corps. Il a le même corps qu'Emmanuel Macron, le président de la République en question. Ensuite, après, il a pris des profils, notamment qui s'y connaissaient un peu, c'est-à-dire qu'il prend Retailleau, et pas uniquement Retailleau parce qu'il a un poids politique, mais parce qu'il s'y connaît sur les questions migratoires et sur les questions de sécurité. Donc, il a voulu, je pense, un peu faire ça. Sur la question spécifique des finances, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, le poids lourd qu'il voulait, c'était Laurent Wauquiez, qui a refusé le poste. Et ensuite, après, maintenant, vous arrivez plus que sur des seconds couteaux. En fait, vous arrivez soit sur des profils qui ont une compétence technique comme Antoine Armand, mais qui n'a pas un poids politique exceptionnel. Et donc, je pense que l'option principale qui est privilégiée, il y en a à peu près deux. Soit il va mettre non pas un ministre du budget, mais plutôt un ministre des finances, donc c'est-à-dire hiérarchiquement qui est au même niveau que le ministre de l'économie. Soit il y a peut-être une hypothèse qui a circulé pendant un moment, je ne sais pas si elle est retenue ou pas, c'est de mettre un ministre du budget et des finances qui est rattaché directement à Matignon, notamment parce que ça fait plaisir à Barnier dans l'hypothèse, parce qu'il veut se rappeler de Raymond Barre, en fait, surtout. En fait, il veut les garder pour une simple et bonne raison, en fait. C'est qu'il considère que lui-même est bon sur les questions économiques et surtout que son avenir politique dépend de la question budgétaire. Et si par cas, le ministre en question dépend de l'avantage du ministre de l'économie, il relèvera davantage d'Alexis Kohler que de Matignon et donc de lui-même. Et puis Surtout que la plupart des observateurs disent que maintenant la classe moyenne n'existe quasiment plus. On n'est pas du temps de Giscard qui disait qu'il y avait 2 Français sur 3 qui étaient dans la classe moyenne. Il y a plusieurs choses sur l'impôt sur le revenu, si c'est de ça qu'il évoque, qui sont compliquées. Le premier, c'est que 50% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Le deuxième point, c'est que 77% du produit de l'impôt sur le revenu est payé par les 10% des ménages les plus aisés. Et ensuite, après, il arrive sur une difficulté qui est énorme, qu'avait déjà rencontré Valérie Pécresse lorsqu'elle était ministre du budget en 2011 et François Hollande en 2012. On était dans l'époque dans ce qu'on appelait la crise des dettes souveraines. Donc, c'est-à-dire que sous l'impulsion de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne et d'Angela Merkel, les pays européens ont pratiqué ce qu'on appelle une austérité budgétaire. Quand vous arrivez sur une austérité budgétaire, vous avez 2 choix, soit augmentation des recettes, soit baisse des dépenses. Les 2 choix sont très difficiles. La baisse des dépenses provoque automatiquement une baisse de la croissance économique. C'est ce qui a été fait notamment en Grèce et au Portugal qui ont perdu entre 1 point et 1,5 point de croissance. L'autre point, c'est l'augmentation des recettes, mais on a déjà eu un test en France. Lorsque François Hollande a augmenté les impôts de 30 milliards d'euros, il a admis lui-même qu'on avait perdu entre 1 et 1,2 points de croissance. Or, le problème du dérapage qu'on a actuellement, c'est non pas une question de taux d'impôt, c'est le taux d'impôt n'ont pas bougé, c'est qu'en fait, la consommation et l'activité économique a été beaucoup plus faible que prévu, ce qui a provoqué une baisse des recettes fiscales. Donc, si par cas vous cassez la croissance économique, vous pouvez maintenir un taux d'impôt à 80%, mais si de toute façon les gens n'arrivent pas à travailler, les gens ne sont pas en activité, vous n'avez pas de recettes fiscales pour en fait prélever et recouvrer l'impôt. Et tout l'enjeu du gouvernement est celui-ci, c'est comment cibler les impôts pour pas casser la confiance et l'activité économique et comment faire pour baisser les dépenses tout en ne cassant pas l'activité économique, notamment les carnets de commandes des entreprises dont certaines dépendent de la consommation publique. Alors justement, difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que les Français ont voté par 2 fois contre le pouvoir sortant. Donc, ça a été symbolisé au premier tour des élections européennes, il n'y avait qu'un tour, et au premier tour des élections législatives auquel on assiste à un recul de Renaissance et de ses alliés. L'autre point, moi, que je vois notamment en termes d'écurement, c'est qu'on a voté, notamment parce que le président de la République a dit il faut dissoudre maintenant pour provoquer une nouvelle majorité, et qu'à contrario, il met 60 jours pour pouvoir nommer un nouveau gouvernement. Donc les gens se disent et pourquoi fallait voter en juillet et pas finalement voter en septembre. Le point essentiel, le mot, je pense, son erreur principale, c'est de pas avoir fait comme en Espagne. Le parti est arrivé en tête, il appelle le parti au pouvoir, donc le Nouveau Front Populaire, et ensuite après, si par cas ils se font censurer, qu'ils se font censurer, mais au moins ça a été une preuve par l'exemple que le Parlement, et notamment en termes de séparation des pouvoirs, le président nomme et le Parlement s'exprime sur la motion de censure. Je pense que c'était là son erreur, et je pense que beaucoup de gens se disent finalement on a voté, mais notre vote n'a pas été respecté. D'ailleurs, il y a pas mal... Je pense que les Français, pour l'instant, le voient plutôt comme Mario Draghi en Italie, c'est-à-dire qu'il vient de l'Europe en apportant ses compétences, pour, comme vous l'avez dit, en fait, se sacrifier et faire à peu près don de sa personne, parce que tout le monde pense que la mission est quasiment impossible et qu'il va s'effondrer, et que s'il réussit, je pense qu'il peut avoir une opportunité malgré tout. Je pense qu'il a quand même une difficulté majeure, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est la question de l'âge, et notamment c'est une des points qui avait fait reculer Joe Biden, même s'il était président sortant. Merci à tous les 3 d'avoir participé.